Bienvenue dans cette édition du soir. Bonsoir à tous. Les produits éclaircissants connaissent un essor inquiétant en Afrique et au Bénin en particulier. La dépigmentation est aujourd'hui un effet de mode qui présente des risques sanitaires. Existe-t-il des risques de contamination aux hépatites par des gestes amoureux? La réponse à découvrir dans ce journal. Et puis nous irons en Casamance au Sénégal. Cette région vit grâce au secteur de la noix de cajou, un secteur qui emploie plus de 30 000 personnes. La pandémie du coronavirus a affecté le marché. S'éclaircir la peau est devenu un phénomène de mode, un fait banal que l'on constate de plus en plus au Bénin. Nombreux sont ces hommes et femmes qui s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences pour la santé. Sylvania Tchanon pour plus de détails. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y ait un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes donc alors surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc alors les bienfaits donc de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Sopon, hépato-gastro-entérologue. Il est au micro de Marianne Gossemini. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques.
notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBe positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. L'une des solutions pour lutter contre les changements climatiques, c'est d'investir dans les infrastructures vertes. Elles sont certes un ensemble d'écosystèmes naturels, mais elles peuvent aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter leur résilience au changement climatique. Cela permet par ailleurs de préserver la santé publique. Jules Akoyko, Amandine Aliambossou. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant
important que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Hors du Bénin, le Nigeria a approuvé un fonds d'appui de 13 milliards de francs CFA pour soutenir le transport routier affecté par la COVID-19. Selon l'Association des propriétaires de transport public du Nigeria, les pertes s'élèvent à plus de 250 milliards de francs CFA en raison des 12 semaines d'interdiction de voyage inter-États. D'après le gouvernement, ces fonds vont contribuer à atténuer les impacts subis par les travailleurs et les opérateurs de transport routier. La restriction a entraîné le licenciement et la mise en chômage technique de plusieurs milliers d'employés. On part au Sénégal et particulièrement en Casamance. La région souffre de la perte d'activité dans le secteur de la filière cajou. Depuis le début de la pandémie, le secteur est en pleine crise à cause de la difficulté à écouler les stocks vers les pays importateurs. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Ali, un exportateur indien, s'est installé depuis 2013 à Ziguinchor. Chaque année, il achète des tonnes d'anacardes aux cultivateurs de la région et les stocke dans cet entrepôt. Ces noix de cajou produites en Casamance sont très appréciées du marché asiatique. Bonne qualité, c'est prêt pour exporter. Ali peine à écouler son stock. 2000 tonnes de noix restent dans ses hangars. L'an dernier, à la même époque, il en avait vendu plus de 5000. International market. Le marché international de la noix de cajou s'est effondré à cause de la pandémie. C'est vraiment difficile d'écouler nos stocks à l'échelle mondiale. C'est ça le principal problème. Nous avons déjà acheté ces noix de cajou en grande quantité. Et maintenant, il est très difficile de les revendre. Une situation qui affecte les travailleurs locaux. Cet homme dirige une équipe d'ouvriers. Il a dû baisser son effectif cette année. Des fois, un magasin qui a un nombre de 40 effectifs, mais en ce moment-là, il y a 10 ou 11. État 11 maximum. En Casamance, c'est tout le secteur de l'anacarde qui est touché par la crise, notamment la transformation des noix qui emploie surtout des femmes. Dans cette unité, une dizaine de personnes décortiquent et torréfient les noix. Cette année, la Covid-19 a assombri les perspectives de vente. Juste avant le début de la pandémie, on avait acheminé nos produits pour le salon de l'agriculture en France. Et on préparait aussi la foire agricole du Sénégal. Le coronavirus a tout perturbé. On ne peut plus écouler nos stocks. Pour accompagner les acteurs de la filière, l'État a promis un soutien de 6,5 milliards de francs CFA, 10 millions d'euros. En Tunisie, la filière huile d'olive s'achemine vers un record. D'après les prévisions de l'industrie, la valeur des exportations devrait franchir la barre des 370 milliards de francs CFA d'ici la fin de la saison. En dépit du confinement imposé en mars et avril en raison du coronavirus, le pays a exporté en moyenne 45 000 tonnes d'huile d'olive par mois, a laissé entendre le président de l'Office national de l'huile. Selon lui, cette prouesse de la filière devrait permettre de jouer un grand rôle dans la réduction du déficit de la balance commerciale agroalimentaire du pays. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.